Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que ça marche du coup là, que l'affichage est pas trop petit. Ça s'affichait petit de notre côté. Il a fallu qu'on appuie sur le bouton en haut à droite pour mettre en plus grand la présentation. Effectivement, vous avez normalement tous cette possibilité d'appuyer sur le petit bouton en haut à droite et d'agrandir la présentation. Mais en tout cas, à distance, on voit bien les slides. Cool. On les mettra à disposition de toute façon. Alors comme on les a mis dans le bac de partage, peut-être que les personnes qui participent là, qui sont présents, peuvent directement la télécharger. Mais sinon, de toute façon, on l'enverra au pire par mail ou pigeon voyageur ou par bateau supersonique en lin. On va peut-être commencer du coup. Il est quelle heure? J'ai pas l'heure avec moi. Est-ce qu'on se laisse encore Midi 4. Ouais, on peut se laisser au moins 1 minute jusqu'à 5. Ça marche. Je pense qu'on peut y aller. Il n'y a plus d'utilisateurs qui sont en salle d'attente, donc quand vous le souhaitez. On est parti alors. Merci Paul. Bien, bonjour à tous. Moi je suis Yvan Lebras et je suis accompagné de. Colline Royaux. On a préparé les enchaînements et tout. Attention, ça rigole pas. C'est la coprésentation. Donc on travaille au Muséum d'Histoire Naturelle et pour l'infrastructure Pôle National de Données de Biodiversité, qui est hébergé pour sa mise en œuvre dans l'UAR Ah oui, c'est Patrinat, vrai que ça a Patrimoine changé. Naturel. Oui, je vois que sur la slide est un peu ancienne, du coup c'est marqué UMS. Ouais. Et Colline, du coup, peut-être tu peux te présenter rapidement aussi. Oui. Moi, je suis en thèse, donc je travaille sur les crustacés d'eau douce et conjointement du coup sur l'adaptation d'analyses statistiques sur Galaxy. Donc ça semble pas très en lien comme ça, mais ça l'est. Donc d'une part à l'UMR Boréa, biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques, et puis à l'UMS Patrinat avec le PNDB. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation, introduction Galaxy pour l'écologie. Alors, je sais pas s'il est prévu qu'il y ait des commentaires, des questions directes pendant ou après. En tout cas, nous, on est assez ouverts, hein, donc n'hésitez pas, peut-être s'il y a besoin de nous couper. Je vais faire une brève introduction et puis je vous laisserai entre les mains expertes de Colline après pour des choses un peu plus concrètes et détaillées. Alors, je vais essayer de passer mes slides. N'hésitez pas à dire si la slide n'est pas passée ou si vous ne la voyez pas changer. Je vais essayer d'introduire vraiment en très gros grains un peu la plateforme Galaxy, l'initiative, la communauté qu'il y a autour et à quoi ça sert. Donc c'est une plateforme web pour le partage et le traitement des données de recherche qui est orientée vers faciliter l'accès à des ressources de calcul intensives qu'on appelle par exemple des clusters haute performance, hein, l'aspect HPC, et les technologies cloud pour pouvoir faire du calcul poussé sans forcément être obligé d'être expert dans l'utilisation de ce type d'infrastructure et en ayant la capacité à pouvoir mixer et utiliser en fait des outils qui font appel à plusieurs langages de programmation différents, hein, du Python, du R et autres. Il y a 4 grands principes derrière la plateforme Galaxy. Donc, au-delà de cet accès facilité aux ressources type infrastructure de calcul, de stockage, et puis aux outils et aux différents langages informatiques de programmation. Galaxy a vraiment la volonté de pousser un peu plus loin l'aspect accessibilité, accessibilité au code source, aux ressources, mais aussi aux données, reproductibilité des processus analytiques notamment, transparence notamment pour ce qui est des codes sources. Les plateformes Galaxy qui sont mises à disposition au niveau international notamment ne mettent en avant que des codes sources qui sont open, ouvertes, et avec un processus de qualité derrière sur un process de peer review où l'ensemble des outils qui sont mis à disposition dans les plateformes Galaxy, notamment internationales, sont revus par la communauté. Alors, pour parler déjà de choses un peu techniques et un peu concrètes, mais pour mettre ça en perspective, donc c'est très bien décrit dans un article de Björn Gröning qui est mentionné en haut à droite, là, l'article paru en 2018 dans Cell,
Donc Bjorn, c'est pour la petite histoire, c'est l'ingénieur qui s'occupe de la plateforme Galaxy Europe, avec lequel on travaille depuis maintenant le tout début 2017 pour mettre en place cette sous-ensemble dédié à l'écologie. Et donc il décrit dans cet article-là les fondements de ce qui est important pour faciliter l'accessibilité à des processus de calcul scientifiques, notamment pour les domaines des sciences de la vie, mais du coup ça colle assez bien aussi avec les besoins de la biodiversité, de l'écologie et plus largement à d'autres communautés aussi. Donc il décrit rapidement que le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir un trade-off, je trouve pas le terme français, désolé, entre avoir quelque chose qui est très reproductible ou pas du tout reproductible, et entre quelque chose qui est facile à utiliser ou trop compliqué à utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a des choix techniques qui ont été faits pour gérer notamment la manière dont les codes sources, les scripts R, Python ou autres sont packagés et peuvent être du coup réutilisés par d'autres personnes sans trop de difficultés. Donc là, la première chose qui est mise en avant, c'est le fait d'utiliser un package manager, donc qui permet de définir des dépendances en termes de librairie, de package, peu importe le langage, qui s'appelle Conda. Donc ça, c'est la première étape pour faciliter la reproductibilité des codes, peu importe le langage, c'est d'utiliser ce package manager qui est indépendant du système d'exploitation et du langage Conda. Et derrière ça, il y a une deuxième couche qui est l'encapsulation de ces dépendances, de ces packages ou librairies dans un environnement isolé qui va pouvoir s'exécuter justement sur les plateformes type cloud ou cluster, ces environnements qu'on appelle des containers, dont les systèmes les plus connus sont Docker, mais il y en a d'autres, dont Singularity ou autres. Et puis la troisième étape de cette méthode pour rendre les codes accessibles, réutilisables, peu importe l'infrastructure et l'utilisateur, c'est cette couche de virtualisation. Donc là, on place en fait ça dans des machines virtuelles qu'on peut déployer à façon et qui peuvent regrouper différents codes sources qui ont chacune leur dépendance et plusieurs containers, par exemple Docker. Et la couche suprême, entre guillemets, c'est justement ce qu'il y a au-dessus, qui est l'interface graphique d'accès à ces outils qui permet de les chaîner, de les réutiliser, de les partager, de créer des workflows analytiques. Et c'est là notamment que Galaxy intervient. Donc Galaxy, c'est une couche qui met en avant ces bonnes pratiques de partage de code et qui permet d'avoir des fonctionnalités encore plus par rapport à, entre guillemets, juste avoir accès au code et à pouvoir l'exécuter. Ces fonctionnalités je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est le côté interfaçage graphique. Il n'y a pas besoin de savoir coder ou de connaître un langage de programmation pour utiliser Galaxy. Mais derrière, des choses techniques un peu particulières. Donc là, je vais juste illustrer en quelques captures quelques éléments un peu importants aujourd'hui pour essayer de passer à l'échelle sur du calcul scientifique et permettre de aussi mieux gérer les infrastructures qu'on utilise, les ressources de calcul notamment, mais de stockage aussi. Il y a l'aspect configuration de Galaxy. Vous voyez que vous avez l'application Galaxy avec une base de données, une interface graphique, du stockage et du calcul. Et on voit qu'il y a déjà un premier travail qui est fait pour pouvoir configurer la manière dont les calculs, les jobs sont exécutés sur les clusters de calcul notamment. Et ça fait appel à une optimisation de comment les jobs sont exécutés. Si c'est pour faire un assemblage de génome, on va avoir besoin d'un nœud de calcul avec beaucoup de mémoire vive. Si c'est pour faire appliquer un calcul d'intelligence artificielle, on va avoir besoin de grosses ressources, mais plutôt un cluster qui se base sur des calculateurs type GPU graphique. Voilà, je vous dis ça rapidement, mais du coup, ça permet de configurer déjà à l'avance la manière dont les jobs vont être exécutés pour optimiser l'empreinte carbone notamment utilisée, les ressources utilisées. Et puis derrière, deux particularités qui sont c'est cette façon de pouvoir utiliser des données qui sont présentes à distance, donc via le protocole CVMFS qui a été produit par le CERN et qui permet de partager des gros volumes de données. Par exemple, à la base, en bioinformatique, Galaxy utilise ce protocole-là pour partager les génomes de référence humains, animaux, plantes et autres. Et puis la capacité à aussi pouvoir balancer des calculs sur des infrastructures distribuées. Donc à partir d'une instance Galaxy, vous avez la possibilité d'envoyer des calculs en France, en Europe, en Australie. Et ça aussi, c'est en fonction des besoins, de la proximité avec la donnée, de différentes particularités plus en lien avec l'optimisation des ressources. Galaxy, outre le fait de mettre à disposition des outils, des scripts genre Python, R ou autres sous forme d'outils Galaxy classiques, il permet aussi quelque chose de très intéressant et très demandé aujourd'hui, de pouvoir être utilisé comme un portail de déploiement d'interfaces interactives, les plus connus étant les Jupyter Notebook ou les interfaces RStudio. Donc vous pouvez utiliser votre Galaxy pour vous déployer votre propre
Jupyter Notebook ou votre propre RStudio que vous pouvez partager avec d'autres collègues par le web, ce qui a un intérêt assez fort. Et puis des choses particulières aussi sur d'autres applications interactives qui peuvent être écrites en Java, qui peuvent simuler un bureau aussi utilisable en virtuel. Et en écologie notamment, une particularité sur les applications AirShiny qui sont de plus en plus développées dans notre domaine, et Galaxy permet de faciliter l'accès à ces applications, à les déployer et à pouvoir les partager. Une orientation forte de Galaxy, c'est son moteur de workflow, son orientation workflow analytique. Pour ceux qui ont peut-être fait un peu d'analyse de données ou qui ont déjà utilisé des workflows analytiques, c'est soit extrêmement compliqué parce qu'il faut parler le langage workflow, soit il faut connaître vraiment très bien les aspects programmation et autres, voire les deux. Et en fait, des interfaces graphiques qui permettent de créer des workflows assez facilement pour des utilisateurs qui ne connaissent pas trop ni les workflows scientifiques ni les langages de programmation, il n'y en a pas beaucoup qui existent et qui vont fonctionner dans le monde actuel en open source. Et Galaxy, en fait, est une vraie illustration de ce qu'on peut faire. Et derrière cet aspect workflow, il faut voir qu'il y a l'aspect, ce qu'on appelle asynchrone, là, ce que vous voyez en haut à gauche, où on peut, je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a un slider ou pas. Non, c'est ici. Du coup, je dépasse souris dessus, je suis en capture d'écran, en partage d'écran, pardon. Sur le côté gauche, vous voyez la représentation d'un workflow classique où on peut chaîner des scripts qui peuvent être R, Python et autres. Julia notamment et autres. Et puis sur le côté en bas à droite, vous voyez la vision synchrone des workflows, qui est le fait d'utiliser des instances interactives, par exemple de Jupyter Notebook ou de RStudio. Et en fait, le gros travail en ce moment sur Galaxy, sur lequel travaille Galaxy, c'est de pouvoir chaîner les deux, avoir des workflows automatisés dans lequel il peut y avoir des étapes où on demande un retour utilisateur avant d'aller plus loin dans l'exécution du workflow. C'est quelque chose d'extrêmement en avance et innovant sur les aspects workflow scientifiques. Si vous voulez en savoir plus sur les aspects workflow, il y a des sessions qui ont été mises à disposition par Gopher notamment, qui sont présentées ici. Et donc voilà, tout bêtement entre guillemets de base, Galaxy c'est quoi? C'est on prend un script, par exemple R ou Python, et on fabrique grâce à Galaxy un formulaire web en fait avec ce script sur lesquels on va demander à l'utilisateur ses données d'entrée, les paramètres qu'il veut. On peut renseigner aussi une aide et autres et appuyer sur execute pour que l'outil soit exécuté. Et derrière Galaxy, et notamment appliqué à l'écologie, en fait, à force de nos quelques années à travailler dessus, on voit qu'il y a deux principes assez clés qui apportent beaucoup de choses à la communauté en général et en biodiversité en particulier. C'est le concept d'atomisation. On remarque que les chercheurs partent souvent en fait d'un script unique énorme dans lequel ils enchaînent toutes leurs étapes analytiques de la donnée brute au résultat final avec la visualisation, la manipulation de fichiers et autres. Et en fait, en passant par Galaxy, avec cette réflexion workflow analytique et outils Galaxy, on passe forcément par une première étape de réflexion d'atomisation de ces scripts qui bénéficient du coup à la fois aux gens qui ont développé le script, aux réutilisateurs, et puis in fine, nous, dans notre cas, dans le partage de ces codes sources par Galaxy. Et une fois qu'ils sont atomisés, une fois qu'il y a eu cette réflexion-là, on peut plus facilement les utiliser et les combiner les uns aux autres dans des workflows. La deuxième, alors atomiser, du coup, l'idée c'est de pouvoir partager, mais c'est surtout pour atteindre le deuxième point qui est important, qui est la généralisation. Si on atomise, si on pense étape analytique élémentaire, derrière, quand on partage avec des collègues, on peut voir qu'en fin de compte, il est plus facile de réutiliser juste une partie de code qui est faite pour quelque chose de précis, plutôt que de réutiliser un code complet. Et ça permet d'avoir un espace de partage de code source. Alors dans Galaxy, il y a une sorte d'app store qui s'appelle le Toolshed, derrière lesquels les utilisateurs vont bien sûr pouvoir piocher pour pouvoir créer leur workflow et compagnie en fonction des données qu'ils ont. Mais ça va aussi permettre, et c'est en lien avec le peer review indiqué avant, lors du process de partage des codes ou de volonté de créer un code source ou un outil Galaxy, de voir s'il n'y a pas de l'existant et s'il ne vaut pas mieux améliorer et contribuer à l'existant plutôt que de redévelopper une nouvelle brique analytique et réinventer la roue. Donc là, l'instance qu'on porte au PNDB, c'est l'initiative Galaxy Écologie, donc une instance européenne qui est hébergée par l'infrastructure Galaxy Europe, qui est un des services du Cloud Open Science européen, EOSC. Donc voilà, vous pouvez y aller, consulter, vous avez accès à pas mal de supports et autres. Du coup, on peut y aller. Ah oui, on peut y aller direct. Du coup. Et du coup, je te laisse, Colline, maintenant, c'est ça? Par exemple, ouais. Ou c'est juste pour illustrer là Ouais, non, c'est pour commencer en gros à pratiquer sur. On peut voir là. Je crois que t'as mis en. Ah oui, la visio du coup, ouais, elle est dans les tables. Ouais, je vais y arriver.
Inception. Et je sens que je fais n'importe quoi. Ah! Hop. Et donc, si je remets l'écran là et que je mets en plein écran, vous devez voir normalement l'instance Galaxy Europe sans artefact. Ouais. Je vais juste mettre le lien du coup dans le chat pour ceux qui n'auraient pas eu le Ah temps. ouais, peut-être Olivier, si tu peux le faire, si nous entend. Bon, je sais pas s'il pouvait être là tout le long, Olivier. Alors j'espère que je ne mets pas n'importe quoi. Hop, je pense que c'est bon. Ecology.usegalaxy.eu. Ok. Alors, donc du coup, basiquement, l'interface Galaxy, elle se présente comme ça. Donc là, c'est l'instance européenne qui est du coup, l'instance européenne écologie, qui est du coup gérée par le pôle national de données de biodiversité, donc essentiellement nous. Et donc, il y a aussi beaucoup d'instances Galaxy. Il y a l'instance Europe sans l'écologie, donc l'instance plus globale où on peut aller aussi. Il y a une instance française aussi, donc c'est usegalaxy.fr. Donc, par exemple, cette instance, moi personnellement, je l'utilise quand il y a trop de monde qui envoie des jobs sur Galaxy Europe et que ça rame un petit peu et que j'ai besoin de faire un truc rapide. Et du coup, je le fais sur l'instance française parce qu'il y a moins de capacité de calcul, mais en fait, il y a moins de monde qui l'utilise aussi. Donc voilà. Après, il y a aussi l'instance écologie.usegalaxy.fr. Enfin, vous voyez le principe. Il y a plus de 10 000 utilisateurs sur l'instance européenne, donc c'est vrai que des fois, il peut y avoir un temps d'attente pour que les jobs s'exécutent, qui fait que là, on a un intérêt à ce que les outils puissent être disponibles sur plusieurs instances Galaxy. Ça peut être aussi sur des instances régionales ou autres. Ouais, c'est ça aussi, c'est qu'en fonction des instances, il va y avoir différents outils qui vont être disponibles. Donc, il est possible de demander une installation d'outils sur une instance que vous utilisez si vous voyez qu'il y a un outil qui vous manque ou des trucs comme ça. Mais bon, en tout cas, là, on va surtout se concentrer sur cette instance-là. Je voulais juste parler des autres instances pour que vous puissiez voir les options que vous avez, en gros. Donc, voilà, l'interface, elle se présente comme ça. À gauche, c'est la toolbox. Donc, c'est tous les outils qui sont installés sur l'instance en cours et donc qui sont séparés dans des catégories. Donc, après, le tri, il est plus ou moins efficace selon les logiques de chacun. Mais du coup, le mieux, c'est de chercher les outils par mots-clés. Donc, les mots-clés qui peuvent être utilisés, c'est le type d'analyse qu'on veut faire, mais c'est aussi le type ça peut être aussi le type de fichiers qu'on a, quoi. Donc, par exemple, si on veut voir tous les outils qui utilisent des fichiers FASTA ou qui produisent des fichiers FASTA, on tape FASTA et on a tout ça. Plutôt pour la génétique. Ouais, ça c'est plutôt des fichiers de génétique, de séquences génétiques. Voilà, c'est un exemple. Après, à droite, c'est l'historique de travail. Donc, ça va être là que on va, enfin, en fait, là, c'est vraiment la partie qui est dédiée utilisateur, quoi, où l'utilisateur va avoir les données qu'il a chargées et puis toutes les étapes donc là, on voit que vivant des analyses qui ont très très bien marché parce que tout est vert. Donc là, il y a en premier, en gros, les données qu'il a chargées, et puis après, on a toutes les étapes qu'il a pu faire, tous les outils qu'il a pu utiliser, qui sont répertoriés en détail. Donc c'est ça qui permet notamment la bonne reproductibilité et transparence des processus analytiques. Et donc, on peut ouvrir pour avoir un peu plus de détails, avoir un aperçu sur les sorties aussi. Donc là, il y a plein d'options pour télécharger, partager la sortie qu'on a obtenue, avoir un peu plus d'infos. Donc là, qui s'affiche sur le panneau au milieu. Donc là, il y a plus d'informations sur la taille du fichier, sur
l'heure à laquelle ça a été lancé, enfin voilà. On peut aussi demander de réutiliser l'outil avec cette flèche ronde. Donc, ce qui permet donc de pouvoir le relancer si on a envie, mais aussi de vérifier en fait quels étaient les paramètres qu'on a mis. Donc ici, c'est pas un outil où il y a beaucoup de paramètres, il y a que le fichier d'entrée à mettre. Mais très souvent, en fait, il y a des grosses interfaces avec plein de paramètres à mettre, à décider pour l'utilisateur. Donc c'est pas mal en termes de traçabilité pour soi-même se souvenir de ce qu'on a voulu faire. Déjà soi-même. Et puis ouais, aussi vérifier si on a un collègue qui nous partage tout ça. Ici, il y a aussi donc je pars un petit peu Vas-y. sur ces options-là, mais Ouais. il y a tous les outils de visualisation. Donc qui sont possibles d'avoir avec ce type de fichier. Donc voilà, là c'est des outils de visualisation qui sont un peu plus interactifs souvent. Et puis là, ouais, bon, ça c'est la traçabilité des entrées et ici c'est le help. Ouais, pour afficher la section d'aide directement. Ouais, donc ici c'est pour afficher la section d'aide de l'outil qui a été utilisé. Donc il y a aussi en haut à droite de chaque boîte un œil donc pour visualiser aussi au centre toute la sortie en entier. Plutôt que d'avoir juste un aperçu. Il y a aussi la possibilité de modifier les attributs, donc le nom, les informations, mettre des annotations, mais aussi convertir les fichiers. Donc ici on a un fichier qui est en tabular, si je dis pas de bêtises, ouais. Et donc il propose par exemple de le convertir en CSV, et puis après les permissions, les accès qu'on peut donner à ce fichier, etc. Plus en détail. Et puis après il y a la possibilité de supprimer évidemment l'étape, enfin le fichier si jamais c'est plus intéressant dans l'historique de l'avoir. Donc ce fichier supprimé, il reste disponible quand même dans la partie supprimée. Et donc là, on voit que en rouge, Yvan a bien supprimé attentivement tous ces essais qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, sur Galaxy, c'est en rouge quand ça fonctionne pas. Et donc on peut on peut restaurer ces fichiers qui sont supprimés. On peut revérifier ce qui a été fait aussi avec les mêmes petits boutons quoi. Revérifier ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas marché du coup. Et pouvoir expliquer peut-être pourquoi ça n'a pas marché. Et puis ça, c'est garder, à moins que vous demandiez direct de purger et de retirer, de supprimer définitivement le fichier, ça reste deux mois. Deux semaines. Vous avez 2 semaines pour vous rendre compte que vous avez fait une erreur et que vous avez oublié, vous aviez supprimé un fichier et que vous ne vouliez pas supprimer. Après, il est automatiquement supprimé du disque. C'est ça. Après, vu que même si donc là on voit que le fichier il n'existe plus, hein, il a été là c'est écrit, ça a été purgé, donc ça a été retiré. Vu qu'on a la possibilité de on a quand même les métadonnées qui sont conservées, on peut quand même réessayer pour voir le résultat qu'on a éventuellement obtenu. Régénérer le même résultat. Pour régénérer le même résultat, donc du coup ça reste quand même très très traçable en l'occurrence. Donc voilà pour la partie historique. Donc la partie du centre, on a un petit peu vu à quoi ça servait du coup, visualiser les outils. Enfin c'est un peu le centre de Galaxy quoi. Il y a toutes les interfaces d'outils qui vont s'afficher ici. Aussi si on a envie d'explorer ces données, enfin voilà, c'est ici que ça va se passer. Et puis après pour la barre en haut, il y a plusieurs possibilités. Donc là Yvan il est connecté, mais il y a la possibilité d'utiliser Galaxy hors connexion. Donc c'est forcément moins bien parce que les historiques vont pas être sauvegardés, donc on pourra pas y revenir. Et puis il y a aussi moins de stockage. Il n'y a pas la priorité aussi sur le cluster. Ouais, il y a beaucoup de choses où on a moins de priorité, parce qu'on n'est pas connu. Quand on est logué au niveau stockage, vous avez 250 gigas de stockage de base. Ouais. Quand on n'est pas logué, je sais même quel volume on a, mais on n'a pas grand-chose.
effectivement, même sur les ordres de priorité pour lancer des jobs, du coup, on n'est pas prioritaire puisqu'on est en mode public. C'est ça. Mais donc c'est quand même possible d'utiliser et de tester Galaxy sans être connecté. Mais puis ça prend pas beaucoup de temps. Donc s'il y en a qui suivent en parallèle sur l'instance, je vous invite à créer un compte. Ça prend vraiment pas longtemps. C'est juste c'est juste un identifiant, une adresse mail et un mot de passe, quoi. Si je dis pas de bêtises. Donc il demande pas d'infos personnelles particulièrement, quoi. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez vos données qui soient gardées, etc. Combien de temps il me reste? Ouais, 30. une demi-heure. Ok. Peut-être juste le fait, effectivement, que une des particularités en Galaxy, c'est que la plupart des objets, que ce soit les données qu'on avait dans l'historique, que ce soit les historiques, mais aussi les visualisations ou les workflows, tout est partageable, soit utilisable en mode complètement privé à soi-même, soit c'est partageable à un nombre restreint de personnes, 1 à 100, rien. Soit ça peut être aussi partagé en mode public. Et du coup, il y a un espace dédié dans chaque instance Galaxy qui est dans le menu données partagées, où on peut accéder à tout ce que les gens ont partagé en mode public, que ce soit des historiques, des workflows, des visualisations. Il y a aussi des pages, c'est une sorte de rapport d'analyse. Et puis, il y a cette particularité bibliothèque de données qui sont plus pour partager des données à l'échelle d'une instance Galaxy. Donc là, par exemple, Europe utilise ces endroits-là pour partager des génomes, des annotations ou des données de référence en fait qui peuvent prendre de la place. L'un des gros intérêts, c'est que si on a des gros jeux de données en les mettant là, les personnes qui vont aller les chercher, les utiliser, on voit par exemple la modélisation aussi du système Terre, il y a des données de Sentinel-2, je crois, qui sont mises à disposition, ou des génomes des données de COVID, pour Covid-19. Tout ça, c'est des données qui prennent du volume, et comme elles sont partagées dans cet espace-là, tous les utilisateurs qui vont aller chercher une donnée, l'importer dans leur jeu de données, dans leur historique et l'utiliser, en fait, il va pas y avoir de copie concrète au niveau de l'infrastructure de stockage, des liens symboliques qui sont faits, et ça améliore vachement le côté empreinte carbone et utilisation de la ressource. Donc c'est un des gros intérêts aussi d'utiliser ce genre de plateforme centralisée, c'est de pouvoir gérer au mieux le partage de données. D'ailleurs, même entre utilisateurs, quand vous partagez un historique ou des données, en fait, il n'y a jamais de duplication de la donnée derrière. C'est juste des liens symboliques et des droits qui sont mis sur des données qui sont partagées entre utilisateurs au niveau infrastructure. Donc du coup, sur la suite de ce bandeau. Le menu. Ouais, menu. Donc il y a toute la partie aide évidemment avec un forum d'aide Galaxy, donc des assistants, de la documentation, enfin voilà, ça on peut explorer. Puis il y a aussi un guide interactif, donc qui est là aussi, ouais, qui est sur l'instance Galaxy Europe, qui est ici. Donc si je vais pas cliquer dessus parce que sinon ça va démarrer le tour. Mais ça fait un tour guidé et vraiment très didactique en fait pour réexplorer. Donc si jamais vous vous souvenez plus du tout de ce qu'on a dit ou que on n'est pas clair du tout, vous pouvez toujours aller voir le tour guidé et puis reprendre un petit peu en détail comment ça fonctionne la plateforme Galaxy. Donc là, il y a aussi pour la visualisation, en fait, c'est la même chose que ce que j'ai montré tout à l'heure ici, sauf que là, il y a toutes les visualisations disponibles, alors que quand on clique dans un fichier particulier sur Visualize, ça va nous donner que les visualisations qui sont disponibles pour ce type de fichier. Et puis après, il y a les workflows, mais ça, je pense que j'en parlerai peut-être un peu après. Ouais, quoique. Je peux montrer au moins le truc. Du coup, pour les workflows, en fait, ce qui est plutôt pratique avec Galaxy, donc c'est que on construit son analyse dans l'historique. Donc, on fait des essais-erreurs, comme vous avez vu, et puis après on supprime ce qui n'a pas fonctionné pour avoir un historique bien propre à partager, et puis pour soi-même s'y retrouver plus facilement, évidemment. Et donc, en fait, à partir de cet historique, donc j'ai pas dit, mais pour créer un nouvel historique, on peut appuyer sur le plus ici et il y a un nouvel historique qui se crée. Donc là, il y a une nouvelle fonctionnalité aussi qui permet de changer directement d'historique.
par là. Et donc, à partir de cet historique, il y a des options en plus. Donc, possibilité de le copier, évidemment, de le supprimer, de l'exporter sous forme de fichier zip. Il y a aussi possibilité d'extraire un workflow à partir de cet historique. Donc, en fait, il va reprendre toutes les étapes analytiques qui ont été conservées, donc qui n'ont pas été supprimées, pour faire un workflow. Donc, il y a aussi possibilité, donc quand on clique sur extraire un workflow, on a ça qui s'affiche, et il va nous demander un petit peu qu'est-ce qu'on a envie d'inclure ou pas comme partie. Donc là, on peut faire à sa sauce, mais après, on pourra aussi le changer. Donc là, il demande le nom du workflow, etc. Et donc là, on peut générer le workflow en cliquant sur Create Workflow. Et alors, en 2 clics, c'est vrai qu'à partir d'un historique déjà produit, on peut capturer ça sous un forme d'un workflow qu'on peut réutiliser, éditer et partager. Donc tout ça pour dire que c'est hyper facile en fait de générer un workflow, et aussi au-delà du fait de pouvoir le refaire tourner, bah, ça permet de pouvoir le visualiser en fait et de voir toutes les étapes analytiques qu'on a utilisées pour faire ce workflow. Et donc ça permet d'avoir aussi une meilleure visibilité soi-même sur ce qui a été fait dans l'historique au final. Donc ici on voit qu'il y a 2 parties. Et donc là, bah, on peut éditer le workflow un peu comme on veut, lui spécifier des sorties qu'on a envie de voir ou pas à la fin du workflow et tout ça. Enfin voilà, mettre des annotations aussi sur chaque étape, changer les paramètres qui ont été mis, aussi retirer une sélection de paramètres pour dire que bah ça, il faut demander à l'utilisateur quand il a envie de relancer le workflow. Je sais pas si c'est très clair tout ça comme ça dit Ouais, c'est le fait on peut configurer le fait que le futur utilisateur du workflow, si on veut le partager à d'autres personnes, si on imagine que le workflow a été créé par un expert, il peut très bien dire que aucune des options disponibles dans le workflow initialement soit accessible à l'utilisateur, pour que ce soit en gros possible pour un utilisateur lambda en un clic d'exécuter l'ensemble des étapes sans rien du tout avoir à spécifier ou modifier. En fait. Ouais, c'est ça. On peut le tuner. C'est ça. Il y a possibilité de soit donner le choix à l'utilisateur de mettre certains paramètres, quand c'est des paramètres critiques par exemple qui sont vraiment très importants et qui sont vraiment très dépendants de la donnée d'entrée. Bah c'est quand même bien que de forcer, on va dire, l'utilisateur du workflow à spécifier ses paramètres. Bon, après ça c'est un peu une fonctionnalité de quand on a commencé à pas mal toucher sur Galaxy. Donc je vais peut-être partir sur un peu plus les bases. Et donc bah de toute façon à la fin une fois que le workflow il est prêt, on peut demander de le lancer. Et donc là rentrer les données d'entrée en fonction de ce qu'on a, et puis rentrer peut-être les paramètres qui sont demandés à l'utilisateur. Voilà. Et après on lance le workflow et il se lance tout seul, et après on peut fermer Galaxy, fermer son ordi, partir au Paraguay et revenir, et tout est fait, ou pas si ça a pas marché. Mais en tout cas tout a été essayé sur les données, et puis même ça peut prendre ouais, ça dépend et ça prend pas non plus de temps de calcul du coup sur son ordinateur. Enfin on peut vraiment faire sa vie de son côté et puis attendre juste que le résultat sorte quoi. Et on peut même demander à avoir un mail à certaines étapes du workflow ou à la fin du workflow si on veut. Ouais, pour avoir des nouvelles de quand c'est fini ou si ça va bien. Donc voilà globalement pour tout ce qui est workflow. Donc là je suis peut-être allé vite en besogne. Peut-être juste là, regarde le distance plot pour montrer ce que ça fait un graphe. Je crois qu'il y a des graphes dedans qui sont pas trop moches en plus. Ok. Bon bref, on voit illustrer aussi le type de fichier de données quand on a des sorties de fichiers de données d'une brique analytique qui est sous forme de graphique, pas interactif cette fois-ci, hein, juste voilà un fichier PNG qui est généré par un script R par exemple ici. Bah on peut le visualiser aussi dans Galaxy comme ça, et puis encore une fois on peut le partager en mode restreint ou complètement en mode public. Si on souhaite. Voilà pour le tour d'horizon, on va dire, de l'interface. Du coup, maintenant, on va passer plus à comment ça se passe quand on arrive sur Galaxy et qu'on veut faire une analyse globalement. Peut-être le bandeau training, je sais plus si tu veux en parler après ou pas.
Ah oui, si, oui, Parce que ça, c'est c'est vrai, un truc c'était du coup plutôt qui maintenant. est, ouais. Donc il y a aussi sur Galaxy beaucoup de tutoriels. Et ce qui est pratique et qui est une fonctionnalité qui a été ajoutée l'année dernière, je crois, Mhm. c'est qu'on peut suivre les trainings. Donc il y a une plateforme dédiée qui s'appelle Galaxy Training, où il y a tous les tutoriels, enfin où il y a tous les tutoriels disponibles pour utiliser plusieurs workflows d'analyse. Et on peut y accéder directement. Donc nous, il y a beaucoup à nous qui sont dans la partie écologie, bien sûr. Euh, et on peut suivre directement sur la plateforme le training, revenir en cliquant à côté sur la plateforme, faire ses petits outils, regarder un petit peu ce qui se passe, et puis revenir sur le training. Et donc il y a une autre fonctionnalité aussi qui est très pratique, c'est que les outils qui sont cités dans les trainings, on peut direct cliquer dessus pour y accéder et pas avoir à chercher l'outil pendant 3 heures des fois. Bon, quand on commence en fait sur Galaxy, c'est un peu ça aussi la difficulté, c'est de trouver l'outil dont on a besoin. Et donc ça demande un peu de pratique sur quels sont les mots-clés qui fonctionnent, hein, tout simplement. Et donc voilà, c'est quand même très très pratique. Donc ici c'est un training sur l'exploration de données de biodiversité. C'est un workflow qui a été développé par Marie-Jossé l'année dernière, qui travaille encore en partie au PNDB et qui est très bonne développeuse d'outils Galaxy. Alors en ce moment, juste comme on parle de trading, cette semaine, il y a une initiative qui est la 3e initiative annuelle pour un projet européen qui s'appelle Erasmus+, Galantries, sur laquelle on utilise Galaxy pour donner un endroit de former des utilisateurs au traitement de données. Et cette année, du coup, cette semaine, là, en ce moment, il y a des utilisateurs de Galaxy Europe notamment, mais aussi Australie et US, parce que c'est un événement mondial. Et on a 3000 inscrits sur l'événement. Donc, vous imaginez une semaine de formation avec 3000 inscrits qui utilisent le matériel de formation Galaxy et du coup les outils Galaxy pour se former au traitement de données en écologie ou sur le climat ou génomique ou sur le développement Python, R ou des choses comme ça. Ouais, donc il y a plein de trainers qui sont disponibles, qui se mettent à disposition toute la semaine pour aider les gens à utiliser les outils Galaxy, les workflows et les tutoriels. Donc je mets le lien pour l'événement si jamais ça intéresse certaines personnes. Et donc voilà. Donc là c'est bon, le tour d'horizon est bon. Donc quand on arrive sur Galaxy, on va revenir à la base. Ce qu'on commence par faire quand on veut faire une nouvelle analyse, ça va être de créer un nouvel historique. Donc je vais reprendre l'historique que j'ai créé, que je n'ai pas nommé tout à l'heure. Donc là, on peut donner un nom. Donc voilà, je vais faire très très original. Un peu plus inspiré que moi, d'habitude je mets test. Okay. Un peu plus inspiré. Je m'adapte au public, on va dire. Bravo, bravo. Donc on peut aussi ajouter des annotations, des tags pour s'y retrouver après dans tous ces historiques si besoin. Donc au début on n'a pas beaucoup d'historiques, puis en fait très vite il y en a pas mal. Je pense avoir quelques centaines, voire peut-être même que j'ai dépassé quelques milliers. Ah ouais. J'en suis pas là moi, mais ça ne saurait tarder. Donc ici, voilà, on a une historique vide. On peut charger ces données donc en cliquant ici, ses propres données, ou alors on peut charger des données depuis une source. Donc il y a plein de manières de charger ces données. Donc que je clique ici sur Upload Data ou que je clique là, c'est la même chose. Donc là j'ai un encadré blanc qui apparaît. Donc ici on peut faire du drag and drop tout simplement. On peut aussi choisir des fichiers en remote, donc ça permet d'obtenir des données depuis les banques de données donc qui sont renseignées dans Galaxy. Copernicus, ce qu'on a montré tout à l'heure. Ouais. Copernicus, des données du GBIF, enfin voilà.
Il y a la possibilité aussi de copier-coller des données. Donc soit on copie-colle si c'est en des données texte, donc comme les données CSV ou les choses comme ça, donc on peut écrire son petit tableau directement à la main, quoi, on va dire. ouais, voilà, en mettant des virgules. Bon, voilà, et puis après on met un et on fait une autre ligne parce que c'est rigolo. Hop. Donc là j'ai écrit ça, je suis pas obligée de lui spécifier que c'est un CSV, il va vraisemblablement le savoir, mais je préfère le faire moi personnellement parce que comme ça évite les confusions. Un nom de fichier, puis hop. On spécifie un nom de fichier puis on envoie et il se charge ici. Donc cette fonctionnalité de copier-coller aussi, c'est possible de mettre des liens d'accès à des données et du coup ça va les télécharger à la suite, quoi. Donc on peut mettre 3, 4, 5, 6, 12 000 liens et ça va les télécharger à la suite en différents fichiers d'entrée Galaxy, quoi. Donc ici on voit que j'avais mon petit fichier qui était en gris, puis là il est devenu orange jaune. Donc là ça veut dire qu'il est en train de charger. Ils sont en train en gros de chercher les virgules et comment s'organise le fichier. Donc on va le laisser mouliner tranquillement. Après, donc il y a d'autres onglets aussi pour charger les données. Donc l'onglet composite, donc ça c'est pour les fichiers composites. Donc par exemple, je sais pas si c'est pour les fichiers shapefile, donc qui ont besoin de plusieurs fichiers séparés pour avoir avoir une représentation complète. Je sais pas On peut le dire comme expliquer ça, vraiment. je n'aurais pas dit Et puis après il y a les collections, donc il y a possibilité de mettre plusieurs fichiers ensemble. C'est comme créer en fait un sous-dossier dans son historique pour faire des traitements sur tout un dossier par exemple. Donc c'est pratique pour ce genre de choses. Et donc il y a aussi la partie rule-based où là ça permet de définir une manière de lire le contenu de métadonnées plutôt. Ouais, c'est si on a des fichiers déjà avec de la métadonnée qui sont déjà structurés et qui donnent une information sur de la donnée, leur nom, le type, et pourquoi pas un URL de téléchargement, on peut directement mettre ce fichier texte de métadonnées en fait et lui définir quelles règles utiliser dans ce fichier texte pour pouvoir récupérer les informations dont il a besoin pour créer les jeux de données. Et lui après, il va automatiquement aller chercher les jeux de données, leur donner le bon format par exemple, leur donner le bon nom, et même pourquoi pas faire quelques petits process sur ces fichiers de métadonnées. Donc voilà pour les chargements de données classiques, on va dire. Et puis il y a aussi d'autres possibilités d'avoir des données avec donc tous les outils qu'il y a dans l'onglet Get Data. Donc là il y a plein d'outils qui permettent de récupérer des données à partir de repositories de données. Enfin il y a plein de... Il faut imaginer vraiment que c'est des scripts la plupart du temps. Donc vous imaginez bien que par script vous pouvez créer un système pour récupérer des données en un script et du coup ça peut être un outil Galaxy qui utilise ce script pour récupérer des données, peu importe d'où. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un outil pour chercher des occurrences d'espèces sur le GBIF, par exemple. Il y a aussi sur le NCBI, donc c'est une plateforme qui va rassembler les données génétiques et où la plupart des données génétiques sont partagées sur cette plateforme de façon obligatoire quand on publie des données génétiques. Enfin voilà. Donc il y a plein de façons de récupérer des données sur Galaxy, ce qui est souvent très pratique. Et donc là, on voit que c'est devenu vert, donc ça a fonctionné. Et effectivement, j'ai beau avoir tapé avec mes petites mains les virgules et tout, j'ai un beau tableau qui s'affiche quand même. C'est ça, donc là on le voit dans la prévisualisation, mais on peut aussi cliquer sur l'œil pour le regarder en plus gros. Bon, pas très utile en l'occurrence pour un fichier qui est super court comme ça. Donc on a aussi le nombre de lignes qui nous donne, etc. Donc ça peut être assez pratique. Et puis c'est là que c'est mieux en général d'aller dans modifier le fichier, enfin éditer les attributs.
et puis de convertir en tabular le CSV parce que Galaxy il utilise mieux. Enfin, ils ont préféré utiliser plutôt des fichiers de tableau tabular parce que on est clair sur le séparateur qui est forcément une tabulation, alors que pour CSV, notamment les fichiers français, c'est pas des virgules qu'on utilise pour séparer, c'est des points-virgules parce qu'on utilise des virgules pour les décimales. Donc voilà. Du coup, c'est par souci de clarté, c'est plutôt des fichiers tabulaires, mais c'est juste pour. Enfin, s'il y en a qui connaissent pas ce format, c'est juste des fichiers tabulés quoi. C'est vraiment il y a rien La de plupart des spécial. outils de manipulation de texte et autres, c'est vrai, dans Galaxy, vont avoir tendance à être développés pour utiliser des fichiers tabulés en entrée. C'est vrai que si vous avez des fichiers de texte qui sont d'une autre forme, il vaut mieux les mettre en tabulé pour même les outils de visualisation et autres pour pouvoir les utiliser. Alors après, si vous avez du CSV, comme Galaxy comprend qu'un CSV, c'est comme, enfin, ça peut être transformé en tabulé facilement. Les outils utilisables sur le tabulé, vous allez avoir une proposition de les utiliser sur le fichier CSV quand même parce que c'est pour à la volée en fait convertir les fichiers. Mais bon, voilà, je vais préférer le format tabulaire. Donc il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi, c'est les tags. Donc il y a possibilité d'ajouter des tags sur chaque sortie et chaque fichier, et c'est dans l'historique, et c'est très très utile parce que donc on peut mettre des tags qui se propagent pas. Donc pour ceux qui se propagent pas, ça va être du coup je vais dire voilà. Donc là c'est un tag qui se propage pas normalement. Ouais. Peut-être qu'ils ont changé. Non, non. Et puis pour se faire qu'il se propage, donc c'est-à-dire que il va continuer à chaque fois qu'il est utilisé ce fichier, il va être le tag va être affiché aussi sur les suites d'évolution de ce fichier. Bon, on va voir ça, je vais faire des C'est vrai que là, tabular, du coup, ça va être uniquement sur ce fichier numéro 2 là, alors que un tag avec un hashtag au début, tous les jeux de données qui vont être générés à partir du traitement de ce fichier numéro 2 vont avoir aussi ce tag. Ouais. Voilà. Donc on va faire un petit essai de manipulation de texte. Donc c'est ça qui est super pratique aussi avec Galaxy, c'est qu'il y a énormément d'outils pour manipuler ces données. Et donc pour faire en sorte, parce que forcément quand on a des outils qui font des traitements analytiques assez précis, il y a besoin parfois de formats très forcés. Donc avec un certain nombre de colonnes, et donc ce qu'on fait en fait classiquement pour préparer des données à faire une analyse, on peut le faire très facilement avec Galaxy, avec plein d'outils pour manipuler les données. Donc là je vais faire je vais supprimer des colonnes par exemple. Donc là c'est avec l'outil Advanced Cut que j'ai trouvé ici. Donc là, je sélectionne bien mon fichier. Donc là, j'ai les tags qui reviennent. Donc là, il y a le tag qui va pas se propager et le tag qui va se propager. On voit d'ailleurs que du coup, on peut utiliser le tag pour filtrer quand on a beaucoup de jeux de données historiques, les jeux de données qu'on prend en entrée, si tu tapes tabular par exemple. Oui, c'est celui-là. Voilà, ouais. Ça sert aussi à ça. Ouais. Bon là, j'ai les deux parce que du coup, oui, c'est le nom de. Donc voilà. Ici, donc, il me demande quelle opération je veux faire. Est-ce que je veux garder des colonnes ou est-ce que je veux en retirer? Donc, je vais lui dire je veux en garder. Il me demande la délimitation là. Donc là, on peut avoir différentes délimitations de colonnes. Donc ça aurait fonctionné aussi avec le fichier CSV. Et puis, il me demande par quoi je veux couper mon fichier. Donc là, je vais lui dire par champ. Et donc là, il me propose mes 3 colonnes. Donc si je me souviens plus quelle colonne est quoi. Ah là, on voit pas l'aperçu. Tiens, ouais, un petit bug. Ouais. Recharger. Regarde sur celui d'en dessous du coup, mais c'est bizarre, il y a un truc. Donc ici, en fait, dans l'aperçu, on peut voir quelle colonne correspond à quoi. Et donc là, j'ai pas envie de ma colonne j'ai envie de garder mes 2 dernières colonnes. Donc je vais lui dire colonne 2 et 3. Là, je lance l'outil. Donc ici, on peut voir qu'on peut demander une notification par email quand le job est fini. Ça, c'est dépendant de le temps que le job peut prendre. C'est pratique sur les traitements de données génomiques où ça peut prendre des jours, mais aussi quand on lance un outil de modélisation, ça peut prendre plusieurs heures. C'est vrai que ça permet de
pouvoir revenir au bon moment plutôt qu'attendre et pas savoir ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai lancé mon outil. Donc là, c'est le petit panneau qu'on nous donne pour un petit résumé, quelles entrées on a mis, quelles sorties il y a. Donc là, on voit qu'il apparaît sur la droite. Et donc, on a effectivement le tag qui s'est propagé de là à là, mais pas celui-là. Donc celui avec le hashtag s'est propagé ici. Et donc ici, on voit qu'il nous recommande des outils qui sont fréquemment utilisés après cet outil-là. Donc c'est un bon guide quand on débute même quand on débute pas d'ailleurs. C'est un bon guide et une bonne béquille pour trouver les outils qu'on cherche en l'occurrence. Il y a plein de choses qui s'affichent à ce moment-là aussi. Quand on lance un outil sur Galaxy, il y a des petits comics pour passer le temps en attendant que l'outil tourne. Il y a aussi quelque chose qui a été, mais peut-être ça va être un peu compliqué. Il faudrait que je le trouve pour. Essaie de lancer un autre job aussi pour voir, mais au cas où il est 54. Ouais, c'est ça qui. J'ai essayé au cas où, mais c'est vrai qu'on avait développé dans le cadre d'un projet européen une interface dans Galaxy où quand on lance un job, pendant qu'on attend que le job se tourne, on a une interface d'annotation d'images qui ont été mises à disposition dans le cadre d'un projet de sciences participatives en France qui s'appelle le Speeple, c'est la synchronisation. Et du coup, ça permettait aux utilisateurs de pouvoir annoter et identifier si les cirques étaient des mâles ou des femelles sur les photos pour améliorer la qualité des données. Mais là, il y a rien qui s'affiche. Je pense que la fonctionnalité a peut-être été désactivée vu qu'il y a la semaine de formation, qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme. Ah oui. Je pense que ça vient de là. Ouais. On va en reparler s'il y a des questions là-dessus. L'aspect crowdsourcing à travers Galaxy. Ouais. Et donc du coup, là voilà, j'ai effectivement mes deux dernières colonnes qui ont été conservées. Donc voilà à peu près sur comment on utilise Galaxy. Donc après, ce qu'il faut, c'est explorer un petit peu tous les outils, toutes les fonctionnalités. Ce qui est très utile du coup, c'est vraiment d'utiliser les trainings. Parce qu'il n'y a pas que des trainings qui sont spécifiques à un domaine ou à un type d'analyse, mais il y a aussi des introductions aux analyses sur Galaxy, donc avec Galaxy 101 et tout ça, qui permet de vraiment il donne plein de conseils sur des outils qui pourraient être utiles au début, donc on utilise Galaxy. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de matériel qui est à dispo. Donc là, c'est vrai qu'1 heure, c'est un petit peu juste pour que vous deveniez des professionnels de Galaxy en une présentation, on va dire. Mais voilà, vous avez vu à peu près qu'est-ce qu'on peut faire avec Galaxy. Pour ceux qui sont intéressés par ce qui se fait en écologie sur Galaxy, il y a tout. Enfin, je pense que il y a peut-être 1 ou 2 workflows où on n'a pas de training, mais sinon on essaye de faire un training à chaque fois qu'on développe un nouveau workflow. Donc là, il y a des choses pour analyser les métriques de biodiversité type indice de Shannon, indice de Simpson, etc. Mais il y a aussi juste de l'exploration de biodiversité. Il y a aussi de la modélisation avec des données de remote sensing, Sentinel-2, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et faire les trainings en live. Enfin, ça devrait pas prendre ça prend pas énormément de temps et ça permet de bien visualiser quoi. 1 heure par tuto en gros on peut dire, même si c'est vrai que quand on fait des formations introduction à Galaxy pour voir un peu toutes les fonctionnalités, en gros faut compter 2h30 quoi. Ouais, en général on fait ça, ouais. Pour avoir vraiment le détail, là c'est un peu j'ai repris le format d'une formation que je faisais en 3 heures habituellement. Donc c'est vrai que c'est pas. Ah oui, on n'a pas fait le partage. On n'a rien partagé. On va finir là-dessus, du coup, sur la possibilité de partager avec d'autres ces historiques. Donc là, comme pour extraire un workflow, on peut partager et publier son historique. Donc là, on fait en sorte que l'historique soit accessible. On peut aussi mettre l'historique dans la plateforme Galaxy disponible à tous ceux qui y auraient envie.
Mais si on a juste envie de partager à ses collaborateurs ou juste l'associer à une publi ou peu importe, euh, on peut donc choisir quelle est l'URL qu'on veut mettre. Hein, ça, on peut modifier sans problème. Et puis copier-coller l'URL et le rendre disponible. On peut le coller d'ailleurs dans le chat s'ils veulent peut-être. Si vous voulez Ouais. regarder ce que ça fait côté personne non loguée externe à Galaxy, et si on lui envoie ce lien-là, pour info. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi possibilité de choisir à travers les emails à quel utilisateur on veut partager cet historique et le mettre à disposition. Et puis on peut faire la même chose avec les workflows. C'est la même principe. On va sur la partie workflow. Et puis, donc là, une fois qu'on clique sur le nom du workflow, on a beaucoup de possibilités. Donc, éditer, copier le workflow. Donc, pour copier le workflow, ça va être le dupliquer, quoi, en gros. Le renommer, le télécharger en forme de fichier, et donc le partager. Et donc, c'est la même chose. Hein, ça se présente de la même manière que pour partager et éventuellement publier un workflow qu'on aurait envie de partager. Voilà. Voilà à peu près, je pense qu'on a Top. fait le tour. 12h59. C'est bien ça. Merci. Je sais pas s'il y a quelques commentaires, quelques questions brûlantes ou sinon n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à nous contacter, pour en savoir plus. Vous avez tous les éléments, je pense. Ah, on n'entend pas Paul. Ah si, ouais. Ouais, pourtant le micro est bien activé, donc il doit y avoir un souci de micro. Avec Big Blue Button, c'est pas toujours évident en plus. Nombre de workflows ici. Il y a 15 historiques par page. J'ai 22 pages. Donc, si on fait le calcul, on verra que j'en suis pas à plusieurs milliers. Ah, il y a Antonio Andrade qui a levé la main. Je sais pas, ouais, si tu peux. N'hésite pas, si tu as la capacité de parler, je sais même pas si j'ai l'impression. C'est nous qui avons pas le son ou quoi? Ah, c'est peut-être moi qui ai pas le son. Parce que là, genre, je t'entends pas, Antonio. Il y a du son qui. Bah si, il y a du son. Pas de son non plus, ok. d'accord. Donc c'est pas juste nous. Ah, Il y a peut-être un souci de. Il y avait pas une histoire de avec Firefox ça marche mieux. ouais, Big Blue Button, ouais. J'espère que ça va marcher quand même. Ouais, Comme vous avez entendu. C'est un peu. Ouais. A priori, il y a encore des gens qui sont connectés, donc oui. Mais... ouais, faut essayer de se reconnecter, du coup, peut-être en faisant les tests. Et Paul, on t'entend toujours pas non plus si tu tires le mute. Ouais, on n'entend rien pour l'instant. Il semblerait que ça soit le problème pour plusieurs personnes. Oui. Est-ce qu'on t'entend, Olivier? Du coup, déjà, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Au pire, à la limite, peut-être les personnes peuvent poser les questions par écrit et au moins vous pouvez y répondre. Si au moins on vous entend, vous, Colline et Ouais. Yvan. L'idéal, mais ça peut être comme ça. Ouais. Existe-t-il une API? Oui, il y a une API. La réponse rapide. Et après, effectivement, il y a déjà eu plusieurs développements d'ailleurs de plateformes qui utilisent Galaxy en back-office par l'API pour pouvoir faire des traitements particuliers. Nous, on avait travaillé avec des collègues de Viginature École, notamment sur le développement d'une interface web qui interrogeait l'instance Galaxy pour mettre à disposition des outils, mais dans quelque chose qui était complètement refait au niveau web, au niveau expérience utilisateur et fonctionnalité pour les utilisateurs qui étaient visés. Donc là, c'était des collégiens en l'occurrence. Donc quelque chose de très qui accompagnait vraiment l'utilisateur, qui prenait par la main pour pouvoir se focaliser sur quelques outils et comment traiter des données de biodiversité.
Oui, alors sur les workflows, effectivement, c'est une bonne question, Antonio, parce que on disait que voilà que Galaxy était allé très loin dans la capacité à faciliter l'utilisation et la création de workflows. Du coup, derrière, forcément, comme c'est plus facile, il y a moins de fonctionnalités que dans des moteurs de workflow dédiés à ça. Et effectivement, les aspects structure de contrôle, boucle de rétroaction, inclusion de sous-workflow et des manières de pouvoir faire des boucles ou des choses comme ça. Donc, on n'a pas tout qui est disponible. J'ai pas en tête exactement tout ce qu'on peut faire dans Galaxy, mais en tout cas, oui, dans Galaxy, tu as maintenant, hein, c'est pareil, des développements qu'on fait l'année dernière, quelques fonctionnalités qui permettent d'ajouter des conditionnels ou des choses comme ça au sein des workflows Galaxy. Anthony est encore en train d'écrire. Par utilisateur, on a 250 gigas d'espace disque, mais en fait, on peut l'augmenter en fonction des besoins. Je crois que moi, pour pas vous mentir, est-ce que je vois, voilà, moi j'ai 500 gigas, je crois, un truc comme ça, sur l'instance européenne. Sur une instance régionale, j'avais 2 Tera, par exemple. C'est des choses qui peuvent être gérables aussi par projet ou en fonction des besoins. Tout ce qui est CPU, GPU, RAM, c'est quasiment illimité. Hein. Là, les ressources de calcul qu'il y a derrière l'infrastructure européenne sont vraiment énormes et elles sont en plus gérées de façon intelligente entre guillemets, à savoir que c'est à travers notamment une instance de cloud qui permet de déployer des clusters de calcul virtuels à la volée en fonction des besoins des outils. Tout ça toujours dans l'optique de pouvoir, plutôt que d'avoir un cluster GPU, un cluster CPU, et en fait d'avoir des choses très arrêtées en termes de calcul, d'infrastructure de calcul, et qui soient pas utilisées à 100% tout le temps. En fait, ils arrivent à gérer la création virtuelle de clusters de calcul en fonction des besoins et des jobs pour optimiser vraiment l'utilisation des ressources calcul à 100% quasiment. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y a des nœuds de calcul à 2 téraoctets de RAM qui sont utilisés notamment pour l'assemblage de génome. On a un cluster GPU qui permet aussi de faire des traitements IA. Voilà. On va faire. Alors, connecter les bases de données en entrée ou en sortie des outils, en fait, on peut, entre guillemets, tout faire dans la mesure où un outil, c'est un script. Donc, si on peut le faire par script, on peut le faire par outil. Après, c'est juste les droits d'accès à la base de données qui peuvent poser question. Est-ce que c'est une base de données qui doit être, du coup, hébergée côté plateforme Galaxy? Dans quel cas, c'est faisable, mais du coup, il y a un travail à faire en amont pour que les bases de données soient mises à disposition, soit à travers les librairies publiques, soit si ça peut pas être utilisé par tous les utilisateurs, mis après un échange direct avec les administrateurs de la plateforme. Après un gros travail qui est fait, ce qu'on mentionnait, c'était les connexions avec des ressources de données distantes. Je peux vous donner la liste, je crois, rapidement, si on n'a pas cliqué dessus tout à l'heure, mais si on clique là-dessus, on a la capacité de pouvoir connecter à tout un type plusieurs types de données distantes par protocole WebDAV ou FTP ou autre. Et c'est ça qu'on utilise en fait ici pour pouvoir voilà, donner accès à des données, des bases de données classiques. Et donc on peut aussi proposer ça comme entrée. Et peut-être que la question c'était plus au-delà de bases de données génériques, des formats de bases de données, donc aussi des formats de bases de données. Je pense à notamment du SQLite, des choses comme ça, qui peut être intéressant. Et c'est vrai qu'on a dans les tuyaux de développer par exemple une application interactive QGIS3, on voit bien qu'a priori l'intérêt c'est d'utiliser du PGLite, des choses comme ça, comme format de données du coup pour gérer les données dans Galaxy via cet outil. On t'entend, Paul. Toujours pas. Non. La Bible Button est un peu embêtant pour ça en plus. Quand ça marche pas bien, après, c'est compliqué. Ouais. Alors, merci en tout cas, Antonio, pour les questions. C'est cool. Même si c'est pas évident quand il n'y a pas de son. Et merci à tous, du coup, d'avoir été attentifs pendant cette heure sur l'heure du repas. Ouais, on entend les ventres qui gargouillent à distance. Existe-t-il une thématique water? Non, pour l'instant les thématiques sont très haut niveau. Hein. Vous avez vu, c'est écologie, c'est climat, protéomique, génomique, voilà, quelque chose dédié au water. Voilà, si ça a une pertinence,
ça peut être créé assez facilement, pas de guillemets, mais voilà. S'il y a des outils dédiés Water, des tutoriels à mettre, des choses comme ça, il faut voir que c'est les thématiques, que ce soit d'outils écologie par exemple ou de training, ils sont choisis parce qu'ils délimitent des communautés d'utilisateurs, mais souvent en fait on voit qu'on réutilise des outils existants dans d'autres communautés aussi. Donc en fait on peut dire que c'est des vues en fait. La vue écologie, elle peut partager des outils avec les collègues en bioinformatique ou autre. Donc une vue Water et un sous-ensemble d'outils Water ou de tutoriaux dédiés à la communauté des gens qui travaillent sur l'eau par exemple, ça peut être effectivement pertinent. Merci Paul du coup pour les remerciements en message. Ouais, et surtout pas hésiter si vous n'avez pas les slides, quoi que ce soit, voilà. Normalement, elles sont téléchargeables parce que je les ai mis sur le truc. Je sais pas si sur l'événement il y a nos contacts ou quelque chose comme ça. Pour si jamais il y a d'autres questionnements à certains moments. Oui. Enfin, ne pas hésiter à nous contacter en tout cas. Oui, voilà, Olivier a mis un lien sur la team PNDB en gros qui on est et pour nous contacter. Et si vous voulez télécharger la présentation, je crois que là normalement dans l'encart du milieu vous avez un truc qui s'affiche téléchargé si je me souviens bien. Peut-être en haut à droite. Non, je sais plus. Merci beaucoup. Merci Paul d'avoir mis ça en place, Olivier notamment. Merci beaucoup Colline pour cette présentation et merci aux personnes qui étaient là, aux questions et autres. Et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a quoi que ce soit. Et bon appétit. Ouais, surtout. bon appétit. Merci, au revoir.